Je passe la parole à Valérie Despattes, je rappelle qui est maître de conférence à l'université Paris 13 et qui est conseillère aussi de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. Merci. Il faut juste appuyer sur le vert. Bien d'abord, bonjour à tous. Et avant de vous parler de bioéthique, je tiens à remercier les co-organisateurs de cette journée, de cette matinée. Tout d'abord, monsieur le député Mbaye et le professeur Hirsch qui m'ont permis d'être parmi vous. Alors, bioéthique et droits de l'homme, une approche juridique. Effectivement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, comme on l'appelle, proclamée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, a pour objectif la consécration internationale des droits et des libertés individuelles qu'elle reconnaît comme fondamentaux, d'où l'appellation de droits fondamentaux. Parmi les principes proclamés se trouvent, entre autres, ceux d'égalité, de non-discrimination, le droit à la vie, l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la santé, le droit à bénéficier des progrès de la recherche et aussi la liberté de la recherche. Aujourd'hui encore, aujourd'hui peut-être plus que jamais, ce texte est celui de référence en la matière. Sa pérennité provient certainement de son caractère universel, de sa vocation à s'adapter à la fois à l'ensemble des États et aussi à chaque époque. Alors tout d'abord, à l'ensemble des États. Donc par-delà les frontières, les différences de culture, les clivages politiques qui sont, somme toute, bien peu de choses au regard de la portée des droits de l'homme. Les droits de l'homme, effectivement, universels par essence, ne connaissent pas ces divisions. Ils visent chaque être humain en ce qu'il appartient à l'humanité. L'humanité, ici comprise comme notre commune nature. À chaque époque ensuite, car les droits consacrés ne connaissent, ils l'ont prouvé, aucune limite temporelle. Depuis leur création, les droits de l'homme n'ont pas cessé d'incarner la modernité. Or, la modernité, elle, évolue avec les époques. Les droits fondamentaux, eux, conçus dans l'après-guerre pour la protection des citoyens contre les dangers politiques, puis fondement d'acquis sociaux dans les dernières décennies du XXe siècle, s'avèrent aujourd'hui aptes à protéger les valeurs qu'ils défendent au regard des problématiques que pose l'essor de la biomédecine. De fait, le développement de la biomédecine, les applications sur l'homme des biotechnologies posent des questions inédites qui dépassent largement le cadre scientifique pour rejoindre les rives de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'économie, de la psychanalyse et aussi du droit. Cet appel à différentes disciplines a justifié la création, dans les années 1970, d'un domaine de réflexion interdisciplinaire dédié à l'examen des questions d'ordre éthique que posent les pratiques biomédicales et notamment l'application des nouvelles biotechnologies en ce qu'elles impliquent une manipulation du vivant, de la matière humaine. Ce domaine de réflexion a un nom, il est désigné comme la bioéthique. Il s'y agit d'encourager le mieux pour la condition humaine, c'est-à-dire le progrès lorsqu'il est un bienfait, et de prévenir les risques que pourraient présenter ces biotechniques si on les envisageait que dans une logique exclusivement scientifique, une course au progrès. La place du droit en matière de biomédecine, si elle n'est pas toujours apparue avec évidence, aujourd'hui n'est plus contestée. Le recours à la règle de droit se trouve légitimé par la nature et l'ampleur des enjeux, au regard desquels la seule norme de nature adéquate est la norme légale. Norme légale car soumise au débat démocratique, votée par le Parlement, qui assure la représentation populaire et par là le respect du fait majoritaire. La loi relative à la biomédecine a donc pour objectif d'intégrer les progrès de la matière dans le système de valeurs mis en place par notre société et autour duquel elle est organisée. Ce système de valeurs, toutefois, n'est pas immuable et il évolue. Mais lorsqu'il évolue, la loi aussi évolue. Face aux propositions de la science, il revient donc au pouvoir public d'assurer à la fois le mieux-être et la protection des personnes, et cela soit par la promotion
et la mise en place des structures nécessaires au développement de nouvelles thérapeutiques, soit par l'encadrement de certaines pratiques et aussi parfois par l'interdiction d'autres pratiques. Il faut bien comprendre que la maîtrise des connaissances biomédicales et la possibilité de les appliquer sur l'être humain confèrent à celui ou à ceux qui les détiennent un pouvoir considérable lorsqu'ils s'approchent de plus en plus près de ce qu'on appelle le mystère de la vie. Aujourd'hui en partie dévoilé, le mystère de la vie et aussi de son développement. Pouvoir de prolonger la vie, pouvoir de modifier un organisme, pouvoir de l'améliorer, pouvoir d'intervention sur le patrimoine génétique, y compris le patrimoine génétique de l'embryon, exploitation des éléments et produits du corps humain, intelligence artificielle, neurosciences, j'en passe. Et ces possibilités retentissent à la fois sur la personne, l'individu, ensuite sur son premier cercle, c'est-à-dire sur la famille, puis sur la société dans son entier. Le progrès scientifique doit être mis au diapason de notre société prise dans sa globalité, de l'intérêt social tel qu'il est actuellement conçu. Le droit se doit d'assurer cette harmonie, et les droits de l'homme sont ici le phare du législateur soumis à nombre de contraintes et aussi de paradoxes. De contraintes législatives dues en partie à la nécessité d'élaborer un système cohérent qui oblige toute loi nouvelle à tenir compte du droit positif, c'est-à-dire du droit en vigueur, contraintes économiques aussi, puis contraintes de temps. Paradoxe d'encadrer, parfois de brider, la science qui permet de guérir, de mieux vivre, et qui, au fur et à mesure qu'elle avance, fait reculer la fatalité, le poids de la maladie, du handicap, de la souffrance. Du point de vue juridique, les questions auxquelles il faut trouver une réponse se traduisent en termes de droit universel. Et preuve en est, parmi bien d'autres, que la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée en 2005 par l'UNESCO, dès ses premières lignes, rappelle les principes posés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Parmi les droits proclamés par la Déclaration, 3 trouvent un écho particulièrement fort en matière de biomédecine et de réflexion bioéthique. Il s'agit de la dignité, de l'égalité et de la liberté. Le premier des droits de l'homme cités dans la Déclaration de 1948 se trouve être la dignité. Je me permets de vous lire simplement quelques mots de la Déclaration, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Or, le principe de sauvegarde de la dignité, élevé au rang de principe constitutionnel, est le fondement du droit de la biomédecine. Principe fondateur de l'organisation de notre société, ce en quoi il dépasse la loi qui le proclame. Il est inscrit dans notre code civil, notre constitution privée, comme disait le doyen Carbonnier, au premier rang des grands principes relatifs au corps humain, tels qu'ils sont issus des premières lois relatives à la bioéthique en 1994. Droit fondamental, le principe de dignité se décline dans le domaine de l'encadrement biomédical en d'autres droits qui en sont autant d'application, tels le respect de l'être humain dès le commencement de la vie ou encore l'inviolabilité du corps humain. Suivent l'égalité et la liberté. Alors, concernant le principe d'égalité, rapporté à la biomédecine, il signifie que les progrès, les améliorations susceptibles de bénéficier aux personnes doivent être mis à la disposition de toutes, dans des conditions identiques. Est ici l'occasion de rappeler que l'existence d'un droit à la santé a trouvé sa consécration dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à tous, notamment à la mère, à l'enfant et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Aussi revient-il à la loi d'assurer
au nom du principe d'égalité, ainsi qu'au nom du droit à la santé, l'accès des citoyens aux offres de soins inhérentes au secteur de la biomédecine. La liberté des personnes, telle qu'elle est entendue dans la déclaration, trouve sa résonance dans les grands principes de la loi relative à la bioéthique, parmi les premiers articles du Code civil. En cas d'atteinte du corps humain justifiée par la nécessité médicale, le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, aussi minime soit l'intervention en question. Et le Code de la santé publique fait du consentement le préalable à toute recherche qui implique la personne. Ces trois principes que sont la dignité, l'égalité et la liberté sont essentiels. Ils sont liés à la nature même de l'homme. Ils sont également des principes matriciels, desquels découlent d'autres droits. Énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, ils fondent la loi relative à la bioéthique telle qu'elle existe en droit positif. Et ce n'est pas jouer de l'art divinatoire que d'affirmer qu'ils constitueront également l'armature de la prochaine loi actuellement en préparation. De 1948 à 2018, la Déclaration des droits de l'homme ne cesse d'inspirer le législateur vers l'idéal qu'elle nous somme d'atteindre. Mais les droits qu'elle proclame, s'ils sont immuables, ne sont pas acquis. D'où l'importance de les rappeler, de les évoquer, de les citer et de les défendre sans relâche. Et pour cela, infiniment merci, Monsieur le député Mbaye, professeur.